Table ronde intitulée « La santé des chômeurs ». Un petit propos introductif. D'abord, je me présente, Dominique Gelp, docteur en psychologie, animateur du réseau des psychologues de Nouvelle-Aquitaine, de la direction de la région Nouvelle-Aquitaine de Pôle emploi, et chercheur associé au CNAM, au Centre de recherche sur le travail et le développement. Mes travaux portent plutôt sur le sens de la vie, le sens du travail, mais dans le cadre de cette recherche-action, j'ai été de façon très bienveillante accueilli par l'équipe de recherche de Dominique et Anne-Marie. La question de la santé des chômeurs, on pourrait dire pour aller vite, elle relève d'une part de l'univers des connaissances, lesquels renvoient à des champs disciplinaires scientifiques différents, renvoient à des champs politiques aussi, renvoient au sens commun, à la pratique que l'on peut avoir du chômage, à partir de laquelle nous construisons notre propre système de connaissances. Cette question de la santé des chômeurs également renvoie aux approches pratiques, que ces approches pratiques relèvent des approches politiques, institutionnelles, celle évidemment du professionnel qui est en contact avec les chômeurs, celle également du terrain non professionnel celui-ci, du terrain social, familial, que l'on peut avoir des pratiques en lien avec le chômeur. À partir de là, tout un système d'idées, de connaissances se constitue, dont on peut dire que tous dépendent de nos systèmes de représentation, lesquels sont eux-mêmes construits dans différents lieux d'exercice et de vie, sont pris dans des tensions, qui amènent à se poser la question chaque fois que l'on veut réfléchir, documenter, questionner cette question du chômage et en particulier des liens avec la santé, réfléchir aux représentations qui viennent à un moment donné jouer un rôle dans à la fois ces approches pratiques que l'on peut avoir ou les connaissances que l'on peut construire. Les deux contributions qui vont justement composer cette table ronde apportent un éclairage à cette problématique des représentations et pas simplement du factuel, de la documentation, si je puis dire, des relations chômage-santé. On démarrera d'abord par une intervention de Michel Debout, à ma droite. Michel, psychiatre, professeur émérite de médecine légale, membre de l'Observatoire national du suicide. Michel Debout va s'intéresser à la relation chômage-santé à partir d'un point de référence qui est celui du chômage, et c'est là où peut-être c'est une manière de réactualiser certaines représentations perdues. Le chômage est d'abord envisagé en tant que perte d'emploi. Ainsi, Michel Debout va développer sa communication qu'il a nommée « Travail et chômage », et c'est là où on va trouver les représentations, rupture ou continuité dans le parcours de santé. Avant de donner la parole à Michel, il y aura ensuite l'intervention de François Martinez, dont je dirai deux mots après. Michel. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça marche ? Ah, bien, je reprends. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On vient de vous indiquer que j'étais professeur émérite de médecine légale. Alors, émérite, c'est à cause de l'âge. Mais médecine légale, ça peut peut-être vous surprendre, voire vous inquiéter. Vous attendez peut-être que je vous parle des cadavres que j'ai pu rencontrer. Non. Je vous rassure tout de suite, enfin je ne sais pas si ça vous rassure d'ailleurs, mais le médecin légiste, il rencontre beaucoup plus de victimes vivantes que de victimes décédées. Et donc, parmi ces victimes vivantes, il y a toute la problématique des agressions au travail, et aussi la problématique du risque suicidaire. Alors, la première fois que je me suis intéressé, parce qu'a priori, j'avais aucune raison, comme médecin légiste, je suis aussi psychiatre, enfin, vous comprendrez le lien après.
j'avais aucune raison de m'intéresser spécifiquement, en dehors de l'intérêt comme citoyen que je pouvais porter à cette question, j'avais aucune raison professionnelle de m'intéresser à la santé des chômeurs. Alors, comment j'y suis venu ? Vous le dire en quelques mots, parce qu'en même temps, ça trace un peu le chemin que la société elle-même a fait sur la question de la santé des chômeurs. Il y a 20 ans c'est pas très ancien, enfin, pour certaines d'entre vous, c'est très ancien, mais pour quelqu'un comme moi, c'est récent. Il y a 20 ans, il n'y aurait jamais eu ce colloque. La santé des chômeurs n'intéressait pas. Ce qui pouvait intéresser les politiques, et ça a été parfaitement dit ce matin, je ne vais pas y revenir, ce n'était pas les chômeurs, c'était le chômage. Le chômage, c'était une courbe. Et je ne vais pas rappeler, pas être désagréable, ce que disait un président de la République, je me bats pour faire baisser la courbe du chômage. Très bien. D'abord, il ne l'a pas fait, et ensuite, il nous a très peu parlé des chômeurs. Mais si le chômage me préoccupe, c'est parce qu'il y a des chômeurs. Vous savez, la courbe du chômage, comme la courbe de la température, etc., c'est pas très, très, très important. L'état des chômeurs, et donc leur état de vie, et dans leur état de vie, leur état de santé, c'est ça qui doit nous préoccuper. Eh bien, de ça, on n'en parlait pas. J'ai été amené à, non pas m'intéresser à la question, mais simplement à l'évoquer dans un rapport du Conseil économique et social, puisque j'étais à ce moment-là membre du Conseil économique et social, sur la prévention du suicide, 1993. Je vous donne la date parce que c'est la première fois qu'un texte officiel de la République française parle de prévention du suicide. Il a fallu attendre 1993. Alors que dans d'autres pays, et des pays voisins, pas des pays lointains, dans d'autres pays, ça se faisait depuis au moins 50 ans. Et dans ce document sur la prévention du suicide, que l'on posait comme problème de santé publique, la prévention du suicide, alors que d'autres nous disaient « mais non, le suicide c'est une question philosophique, c'est une question morale, ce n'est pas une question de santé publique, rien que ça ». Et dans ce document, nous parlions, c'était une ligne, de la surmortalité par suicide des chômeurs. C'est tout. Il y avait cette ligne-là, puis ça s'arrêtait là, parce qu'on avait évidemment bien d'autres choses à dire. Et puis, chemin faisant, je me suis donc intéressé à la prévention du suicide, et par la suite, je me suis intéressé, toujours en lien avec le Conseil économique et social, à la prévention du harcèlement moral au travail, en tant que l'une des formes de violence au travail. Et vous voyez, on retrouve le terme de violence du médecin légiste psychiatre qui s'intéresse aux violences. Et là, c'était une des formes de violence au travail. Et là, ça date de 2001. Vous voyez, à peu près, presque 10 ans après 2001, le travail. Mais toujours pas le chômage. Le travail difficile, le harcèlement moral, ensuite tous les risques psychosociaux au travail, et l'idée que le travail, qui normalement est protecteur de la santé, le travail est protecteur de la santé, et ça vient d'être un peu dit d'ailleurs avant moi, très bien dit, eh bien parfois le travail agresse la santé. Et ça a été la prise en compte de tout ce qu'on appelle maintenant les risques psychosociaux au travail, avec les problèmes de burn-out, avec les problèmes de stress au travail, etc. Mais toujours pas de chômage.
Mais il se trouve que, m'intéressant au harcèlement moral au travail, j'ai eu un certain nombre de personnes qui étaient harcelées, qui ont demandé à me rencontrer. Et quand je les rencontrais, c'était souvent à la suite, après une situation harcelante, et souvent elles étaient justement au chômage. Elles étaient donc chômeurs. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Et j'ai compris une chose en les rencontrant, que quand on est au chômage, c'est qu'on a perdu son emploi. D'ailleurs, et ça a été encore une fois redit avant moi, pour être chômeur, il faut avoir travaillé. Et on devient chômeur au moment de la perte de l'emploi. Et comme je me suis intéressé aux situations traumatiques, aux états traumatiques, puisque je m'intéresse aux phénomènes de violence, j'ai fait le lien entre le moment de la perte d'emploi et la réalité d'un événement traumatique. La perte d'emploi est en tant que telle, un événement traumatique. Ça, si vous voulez, c'est mon présupposé de départ. Ce qui m'a amené à écrire un ouvrage qui est beaucoup plus récent, puisqu'il date de 2016, qui s'appelle toujours, mais je dis il s'appelait parce que, vous savez, les choses passent très vite, et on oublie, et c'est bien normal, sinon on aurait la tête trop pleine. Le traumatisme du chômage, et avec comme bandeau d'expression de l'ouvrage, alerte sur la santé de 5 millions de personnes. À l'époque, c'était 5 millions. Maintenant, vous avez vu, on parle de 3 millions, mais si on ajoute tout le monde, ça fait 6 millions. Enfin, bon, disons, ça n'a pratiquement pas changé. Et alerte sur la santé des chômeurs, c'est un des premiers ouvrages qui parlait, qui se préoccupait de la santé des chômeurs. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire dans les années 2014, fin 2014-2015, j'ai fait un peu de recherche bibliographique. Quand on est médecin et spécialiste, on fait souvent des recherches bibliographiques, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pratiquement aucune publication importante, en tout cas, concernant la santé des chômeurs. Et c'est au même moment, ou pratiquement au même moment, mais M. Menton pourrait le dire aussi bien que moi, que lui-même a fait paraître son étude où justement il montrait, avec des arguments épidémiologiques, statistiques, robustes, comme on dit aujourd'hui, que oui, le fait d'être au chômage entraînait des problèmes de santé. Je ne reviens pas sur ce qu'il a excellemment développé il y a quelques minutes. Alors moi, quel était mon apport dans cette réflexion qui venait, puisque après M. Menton, il y a et puis il y a vous tous ici, c'est justement de me centrer sur la perte d'emploi égale événement traumatique. Et à partir de là, ça permet un peu de tirer le fil de ce qui peut être fait, ce qui peut être compris à partir de ce moment spécifique de la perte d'emploi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je parle de chômeur, l'expression que j'utilise, moi, c'est pas travailleur en recherche d'emploi, c'est simplement travailleur sans emploi. Sans emploi. Mais travailleur. Le fait de perdre son travail nous enlève pas, je dis nous parce que ça aurait pu m'arriver, nous enlève pas notre statut de travailleur. Les humains sont des travailleurs.
Et là, il y a une confusion totale, mais moi je ne suis pas sociologue, alors d'autres vous le direz mieux que moi, entre travail et emploi. Le travail, ça dépasse largement l'emploi. Mais l'emploi permet l'accès au travail, en tout cas dans beaucoup de situations. Mais il y a aussi d'autres possibilités de travailler. Et là, on a vu à l'instant la porosité entre ces situations d'une personne qui est à la fois considérée comme travailleur, qui est vraiment travailleur au sens de l'emploi, et qui est chômeur au sens du droit du travail. Et donc, travailleurs sans emploi. Et je pense qu'il faut que les chômeurs eux-mêmes revendiquent pour eux-mêmes le statut de travailleur. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils sont ? Eh bien, ils sont des assistés. Vous savez, les assistés, l'assistanat, c'est terrible ça. Des gens qui veulent rien faire et en plus, ils veulent qu'on les aide. Et, on a entendu, l'assistanat, c'est le cancer social. On a entendu ces mots-là. C'est pas si vieux, l'assistant. Donc non, ce sont des travailleurs. Donc les travailleurs, ils ont des droits, ils ont aussi des revendications. Alors j'en reviens à ce moment de la perte d'emploi. Alors, quand il y a une perte, c'est toujours intéressant de comprendre ou de connaître ce qui se passe avant la perte, au moment de la perte et après la perte. Et quand je dis cela, je parle vraiment de la perte d'emploi, mais c'est aussi vrai, je vais aller vite, c'est aussi vrai pour une perte d'amis, une perte par le deuil, une perte par la rupture, etc. Toutes ces pertes, le ressenti d'une perte à l'avant, le moment et l'après. Alors, vous dire 3 mots pour 5 minutes sur l'avant. L'avant, c'est la cause. Alors, la cause, c'est, on dit licenciement, bien sûr, mais il n'y a pas que licenciement. Il y a plans sociaux, n'oubliez pas ça, les plans sociaux. Il y a, et ça on en parle peu aussi, parce qu'en général on ne parle pas de ces travailleurs-là, il y a le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan, on en parle rarement, des artisans, commerçants, petits employeurs qui déposent leur bilan. Vous imaginez le terme dépôt comme ça, dépotoir. Paf. C'est marquant, ça. Et puis, chez les agriculteurs, c'est la fermeture de l'exploitation agricole. Et vous savez, je ne vais pas y revenir, le nombre de suicides chez les agriculteurs, vous voyez, tout ça est lié. Donc, la cause, les conditions de cette perte d'emploi, eh bien, les conditions, c'est, vous savez, on va expliquer. J'ai encore l'image de cette personne-là m'expliquant qu'un beau matin, elle arrive au travail et on lui dit tu ne passes pas la porte, et la personne en face avait une espèce de carton où il y avait dans le carton tous ses objets personnels que pendant 20 ans elle avait dans son entreprise. Voilà comme parfois on maltraite les travailleurs à ce moment-là. Et puis, il y a l'après. Alors, l'après, après un événement traumatique, il s'installe, et là je vais aller très 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 vite, l'état de stress post-traumatique, avec tous les dégâts que ça peut faire en termes de santé des personnes, de santé psychologique, mais aussi de santé globale, et les impacts aussi sur la famille. J'ai été marqué par, vous avez un temps, parce que les choses vont vite, on a parlé de l'entreprise Continental. Vous avez su que l'entreprise Continental a été l'objet d'un plan social, et les salariés ont lutté contre ce plan social en disant qu'il n'y avait pas de nécessité du plan social, et ils ont gagné devant les tribunaux. Mais ça a duré 2 ans. Donc pendant 2 ans, ils ont été licenciés. Et puis au bout de 2 ans, on a dû les réintégrer puisqu'il n'y avait pas de raison économique à ce plan social. Et là, le syndicaliste qui avait mené la bataille expliquait que sur la moitié des salariés licenciés, au bout de 2 ans, s'étaient séparés
soit par divorce, soit par séparation. La moitié. Et vous savez aussi qu'une séparation, c'est encore une perte, une nouvelle perte qui s'ajoute à la première, etc. Alors, dernier mot, c'était d'ailleurs l'objet de mon livre. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, vous savez, quand il y a un événement traumatique, par exemple un tremblement de terre, un problème dans une école, etc., eh bien, on voit arriver les psychos. Ben, pour les chômeurs, les psychos n'arrivent pas. C'est pas prévu. En tout cas, c'était pas prévu, puisque c'était pas un événement traumatique. Donc, pas de psycho, pas de soutien. Et c'est ça que je disais dans mon ouvrage. Il y a une médecine du travail, il n'y a pas de médecine des chômeurs, et il y a une visite d'embauche, mais il n'y a pas de visite de débauche. C'est vrai que le terme débauche peut être un peu surprenant, mais je plaide pour que, au moment de la perte d'emploi, il y ait une rencontre de cette personne, soit avec le médecin du travail, qui la connaissait bien puisqu'il s'en occupait pendant le travail, et puis soit avec un psychologue si nécessité. Tous les licenciés ne seront pas en état de stress post-traumatique et parfois même de dépression grave, mais tous les licenciés sont en risque de l'être. Et quand on est en risque de quelque chose, eh bien, on prend une mesure préventive. C'était ça le sens de mon ouvrage. J'ai été en parler au ministre du Travail et de la Santé de l'époque. Je leur ai remis le bouquin. Il se trouve, je ne vais pas vous dire pourquoi, que je les connaissais personnellement. Et vous savez ce qu'ils ont fait de l'ouvrage. Ils ont ouvert un tiroir et ils l'ont mis dedans. Merci. Juste avant de passer la parole à François Martinez, juste une question complémentaire. Nous l'avions prévu ensemble, pas la question, mais le principe, à Michel Debout. Si je reviens sur ce moment qui constitue l'événement traumatique et qui est en effet déterminé par l'avant, qui constitue un faisceau de causes et qui déterminera l'après. Ce moment-là, événement traumatique, on suppose qu'il est de degré, en termes de traumatisme, de degré variable, de nature variable. Est-ce que vous pouvez en donner quelques mots de ce moment-là et des variations que l'on peut observer, rencontrer, accompagner chez les personnes ? Oui, il y a par exemple la brutalité de l'événement. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que tout va bien dans l'entreprise. D'ailleurs, souvent, on leur cache des choses aux salariés. C'est au dernier moment qu'on leur annonce un plan social, etc. C'est quand même très violent. Je ne vais pas reprendre tout ce qui s'est passé à France Télécom, etc. Mais le moment, il y a des salariés pour qui tout allait bien, et vraiment à la fois pour eux-mêmes, mais pour l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, et pouf, ça leur tombe dessus. C'est vraiment la terre qui s'ouvre sous les pieds. C'est vraiment un traumatisme majeur. Mais vous avez à l'inverse des salariés qui sont harcelés ou qui sont en burn-out, etc. Et à ce moment-là, le moment de la perte d'emploi peut presque être une délivrance. Paradoxale, je dis bien paradoxale, mais ça peut être vécu comme une délivrance. Mais de toute façon, c'est un événement. Et c'est pour ça que, comme tout événement, il faut en parler. Rien n'est pire que les événements qu'on garde à l'intérieur. Et là, on parle en ce moment beaucoup des violences faites aux femmes, des violences sexistes, des violences sexuelles. Vous savez, une des problématiques, c'est que, justement, ces victimes, elles ont gardé pour elles. Et puisque je vous ai parlé de prévention du suicide, le fait d'avoir été violé une fois dans sa vie, il y a 12% des femmes qui déclarent avoir été violées une fois dans leur vie. Eh bien, ça multiplie par 4 le risque de passage à l'acte suicidaire, le fait d'avoir été violé une fois dans sa vie. Et ça le multiplie encore plus si la personne n'a jamais pu parler de son viol.
de son viol, je ne dis pas de son agression sexuelle, mais de son viol. Donc vous voyez, les événements traumatiques, le moment du traumatisme, il faut pouvoir en parler, et c'est pour ça qu'il est très important qu'on permette à ces salariés, enfin à ces travailleurs qui sont après sans emploi, de ce qu'ils vivent. Et il y a un message quand même très important à leur faire passer, c'est la dernière chose que je voudrais dire. Il y en a qui n'ont pas envie de voir un psy, avec tout ce que ça trimballe, vous savez, il y a des psys, j'en suis un, donc oui, c'est pas, je me mets dans le lot, hein, comme tout le monde. Psy, voir un psy, mais moi je suis pas fou, enfin qu'est-ce que c'est que ça, vous voyez, c'est un peu tout ce qu'on traîne avec ça. Et puis, moi j'ai pas besoin de psy, mais moi je suis pas fragile. Ils ont raison, ils sont pas fragiles, ils sont fragilisés. Mais combien de fois j'entends parler de personnes fragiles? Non, ils ne sont pas fragiles. Il y a des personnes fragiles, mais pour d'autres causes, pour d'autres raisons, des raisons des fois de jeunesse. Et les personnes sont fragilisées. Et quand vous leur dites vous êtes fragilisé par un événement, parce qu'il vous arrive, à ce moment-là, on peut vous aider pour la résilience. Quelqu'un a parlé de résilience tout à l'heure. Eh bien, ils acceptent beaucoup mieux l'accompagnement. Parce que vous savez aussi, il y a le mécanisme de culpabilité qui joue beaucoup. Et on en joue en ce moment. Quand on dit à tous ces chômeurs, ah ben dites donc, vous avez vu, on demande combien 200, 300 000 serveurs de café, restaurants, etc. On demande des conducteurs de bus, etc. Comment ça se fait que vous restiez au chômage? Vous savez, cette culpabilité permanente. Mais enfin, dites donc, le choix d'un travail, c'est quand même pas rien dans la vie. Hein? Et pourquoi on ne dit pas, par exemple, à tous les célibataires, et pourquoi vous êtes célibataire? Il y a tellement de célibataires qui attendent. Hein? Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais enfin, quoi? C'est quoi cette histoire? Hein? Est-ce qu'on n'a pas le droit de choisir son travail? On n'est pas les travaux forcés, quand même. François Martinez, à ma gauche, est conseiller technique à innovation à la GFIP, innovation qu'il faut entendre dans deux sens, innovation dans le champ de l'ergonomie appliquée aux problématiques de réadaptation, innovation aussi dans le champ de l'innovation sociale. François Martinez, à partir cette fois du prisme du handicap et de ses relations avec le travail, va interroger, à nouveau on est sur les représentations, la notion même de santé qui est sous-jacente aux approches classiques que l'on peut avoir des problématiques de santé. Le titre de son intervention, handicap, maladie, chômage, modifier les représentations, justement. À toi. Merci Dominique. Bonjour. Alors je vais d'abord remercier nos amis du CNAM et toute l'équipe de ce redoutable avantage d'être à cette table ronde, notamment avec le professeur Michel Debout, et puis aussi de peut-être vous amener tout tranquillement vers le temps de débat et le temps de repas. Redoutable avantage, mais aussi grand plaisir d'être notamment avec Dominique et de retrouver beaucoup de participants de cette recherche-action, de les retrouver pour de vrai, parce que effectivement le Covid nous a privés pendant tout ce temps de préparation de ces moments de contact. Alors mon intervention, elle a un titre très ambitieux. À la fin, vous essayerez de trouver où est l'erreur. Et elle n'a effectivement, entre autres utilités, que d'opérer cette transition à partir d'une réflexion à partager sur les représentations sur le handicap et les questions qu'elle pose. Et c'est une réflexion que nous portons régulièrement, pour ne pas dire de façon permanente, à la GFIP et qui nourrit nos axes d'innovation et de recherche. Alors, pourquoi aborder cette question, ce sujet des représentations sur le handicap, la maladie et le chômage? Bon, on va dire de forme d'évidence après tout ce qu'on vient
d'entendre depuis ce matin, c'est sans doute parce que, bien évidemment, les représentations sur le handicap, la maladie, le chômage, et j'aurais peut-être dû commencer par le chômage, ont bien évidemment des connotations négatives et elles traduisent bien évidemment autant la méconnaissance que la crainte inspirée par ces situations. Aussi parce que ces représentations, elles sont présentes dans la vie quotidienne, que ce soit la vie sociale, la vie domestique, la vie professionnelle, et qu'elles guident aussi les attitudes, les comportements, et parfois même jusqu'à la discrimination. Enfin, elles finissent aussi par peser dans les regards, y compris celui qu'une personne en situation de handicap, une personne malade ou une personne privée d'emploi, finit par porter sur elle-même, l'empêchant alors de se sentir comme faisant pleinement partie de la société, on pourrait dire parfois de se sentir comme un citoyen de seconde zone. Alors chacun aura tout à fait identifié l'enjeu de modifier ces représentations. Alors 3 parties dans mon propos, très rapidement: handicap, représentation et discrimination. Handicap et représentation et la prégnance du modèle biomédical. Et puis, ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons, en tout cas à la GFIP, pour modifier ces représentations. Alors, on peut entrelacer trois définitions, entre la question de représentation, de stéréotypes, jusqu'aux préjugés. Ces trois définitions, elles renvoient, elles ont cette même caractéristique de voir et penser le monde et de penser les autres à partir de connaissances souvent incomplètes, imparfaites, erronées et inabouties. Alors dans la définition de la représentation sociale que j'ai mobilisée, on y fait état du fait que les représentations sociales constituent une modalité particulière de la connaissance. Cette dimension de connaissance, elle est importante. Généralement, on la qualifie de connaissance de sens commun. Et sa spécificité réside, et là aussi c'est important, dans le caractère social des processus qui les produisent. Donc les processus qui les produisent, ça nous intéresse parce que si on arrive à les identifier, alors on peut peut-être penser pouvoir agir. Le stéréotype, c'est aussi intéressant comme approche parce que c'est une façon commode qu'a notre cerveau d'appréhender le monde dans des environnements complexes, sur des situations complexes. Eh bien, notre cerveau va simplifier, catégoriser, classer. Bon, c'est peut-être là que ça commence à poser parfois des petits soucis. Alors, représentation sur le handicap et discrimination. Je me suis appuyé sur il suffit de reprendre le rapport 2021 de la Défenseuse des droits pour de nouveau avoir ce même chiffre, c'est que le handicap demeure un motif majeur et voire même le premier motif de discrimination. Parmi les 115 000 dossiers de réclamation qui ont été déposés auprès de la Défenseuse des droits, le handicap représente 20% des motifs de discrimination. Immédiatement suivi d'ailleurs par l'état de santé, ça aussi ça doit nous interroger, puis par l'origine, la race et l'ethnie. Ça représente le tout sur 23 000 réclamations de discrimination sur le handicap, qui concernent tous les secteurs de la vie d'un citoyen. Alors on peut approcher plus précisément d'ailleurs ces représentations. C'est l'objet de l'Observatoire des perceptions de l'emploi des personnes en situation de handicap que la GFIP réalise depuis 2018 à partir d'une enquête conduite avec l'IFOP et qui interroge 3 panels représentatifs d'une part de la population française dans son ensemble, d'autre part des employeurs et d'autre part des salariés. La question des discriminations, elle reste l'élément le plus associé aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Quand on interroge le grand public, 1 sur 2 dit oui, les personnes en situation de handicap sont probablement discriminées. On le retrouve
chez les salariés aussi, exprimée chez les salariés, un petit peu moins chez les dirigeants et les responsables RH. Alors, la majorité des personnes en situation de handicap enquêtées pointent davantage le manque de reconnaissance, et en particulier depuis la crise sanitaire. Ça aussi, c'est intéressant d'enregistrer les effets de la crise sanitaire et de ce qu'on y apprend. Et ce qui est pointé, c'est notamment la crainte de l'isolement et de la solitude. Et on peut aussi faire le lien avec le télétravail, parce que l'enquête, on retrouve ça dans l'enquête conduite par l'ANSA en 2021, qui pointait dans les préoccupations des personnes un vécu d'isolement, de solitude et parfois aussi d'inadéquation de leur environnement de travail domestique. On peut essayer de le dire comme ça. Alors ces stéréotypes, ils sont puissants et tenaces. Et quels sont-ils ? En fait, le handicap reste encore globalement associé au fauteuil roulant, au handicap mental et à des représentations négatives liées avec l'expression d'exclusion, de difficulté. Et pour traduire le fait que les situations de handicap sont méconnues, c'est que moins de 10% des personnes interrogées savent que 80% des situations de handicap sont invisibles. Il y a un effet de persistance parce qu'on retrouve dans d'autres enquêtes qui ont été conduites en 2011 auprès de 400 managers le fait que, c'était en 2011, que le handicap, c'est avant tout un handicap moteur et qui est probablement inné et permanent. Voilà. On retrouve la persistance donc de ces représentations. Les recruteurs qui estiment que globalement l'image des personnes en situation de handicap s'est améliorée depuis 3 ans considèrent leur embauche encore comme difficile. Et là aussi, il y a une sorte de catégorisation, de hiérarchisation, puisque le handicap auditif et les maladies invalidantes sont perçus comme plutôt faciles à intégrer par près de 50% des sondés. Les jugements sont plus partagés dès lors qu'ils évoquent le handicap moteur, le handicap visuel, et sans surprise, on a envie de dire, le handicap psychique, les troubles cognitifs et le handicap mental sont perçus comme les plus difficiles à intégrer. Ces constats, on les retrouve confirmés dans l'enquête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc cette enquête qui aussi confirme que le handicap est largement associé à sa dimension fonctionnelle. Pour autant, la réalité peut renverser des stéréotypes, et ça c'est intéressant, et c'est probablement là un levier à retenir et à amplifier. C'est que les salariés qui ont côtoyer au moins un collègue en situation de handicap exprime des jugements plus positifs. Pour la moitié des salariés, avoir un collègue handicapé contribue à changer le regard porté sur le handicap, et ils y voient aussi un avantage, un apport positif pour l'entreprise. Ils citent notamment davantage de solidarité entre les collaborateurs, les managers et les équipes, une meilleure prise en compte du rythme de chacun, davantage de diversité, une amélioration de la qualité de vie pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà un peu posé la toile de fond. J'ai encore un petit peu de temps. Merci. Le rapport d'enquête sur les préjugés et stéréotypes à l'égard du handicap en France, que j'ai cité tout à l'heure, qui était donc publié par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a été donc rédigé par Cindy Lebas, auteur de ce rapport, revient sur la définition du handicap. Peut-être que c'est intéressant de se la repartager. Le handicap étant le produit d'une interaction entre un individu porteur d'un déficit fonctionnel et d'un environnement qui ne lui est pas adapté. C'est donc cette inadéquation de l'environnement qui est à l'origine du handicap et qui aura des conséquences directes sur l'individu et son expérience de la vie sociale et citoyenne, mais aussi sur sa trajectoire identitaire et personnelle. Alors il se trouve que les représentations des Français, puisque les Français ont été interrogés sur ces représentations, sur ce qu'évoque le handicap, eh bien, la représentation des Français repose essentiellement sur le modèle biomédical qui est établi à partir des déficiences.
Ainsi, près de la moitié des Français interrogés définissent le handicap comme la déficience de la personne. Certaines d'entre elles, on va retrouver une prégnance du handicap moteur, du handicap auditif, du handicap mental dans les représentations. Là aussi, c'est souvent associé à un registre lexical de difficultés. Difficile, galère, dur, problème, mais aussi de souffrance. Et puis aux idées de manque de liberté, manque d'autonomie, manque de mobilité. Alors cette catégorisation, vous le savez tous, on repose un peu sur le modèle biomédical du handicap, qui est un modèle historique en France. Et d'ailleurs, en partie, ce modèle biomédical, cette catégorisation a été reprise dans la loi de 2005 qui définit que toute limitation d'activité ou de restriction de participation par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions, on y arrive, altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors pour revenir à la définition de la représentation que j'évoquais au début, on a là une catégorisation elle est commode, elle est pratique pour notre usage commun, elle l'est aussi pour les usages statistiques, elle l'est aussi bien évidemment dans les pratiques professionnelles, et notamment aussi sur le plan administratif, mais elle embarque un certain nombre de biais. L'accent mis sur la déficience entraîne une vision parcellaire de l'individu en situation de handicap. Déjà, elle est centrée sur l'individu. Centrée sur l'individu, elle ignore notamment, et sur la dimension déficitaire, elle ignore les compétences et la richesse des compétences de tout un chacun. Et puis surtout, elle ne permet pas de prendre en compte le champ des interactions avec l'environnement, qui sont, on l'a vu dans la définition de Cindy Lebas, qui rappelle, à l'origine de la production de la situation de handicap. Donc lorsqu'on ne prévoit pas de facto la question des interactions avec l'environnement social, institutionnel, professionnel et technique, on se prive d'un formidable moyen d'agir. Donc l'environnement n'est pas envisagé comme une possibilité d'action, ni de transformation, et pas plus, la personne concernée n'est envisagée comme dotée d'un pouvoir d'agir, comme citoyen, comme personne. Ces représentations sur le handicap, on peut les mettre en miroir de ce qui a été évoqué en matière de chômage et de ces représentations qui privent la personne de la totalité de sa capacité et aussi de ses droits. Alors, on retrouve là tout l'enjeu de modifier les représentations. Je vais juste revenir sur un élément, c'est que la réalité peut renverser les stéréotypes. Et l'enquête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme confirme le fait que rendre le handicap familier constitue un formidable levier. Et en termes d'emploi, on peut aussi se rappeler que il reste 460 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap, parmi les personnes handicapées reconnues, il y en a 1 100 000 qui sont en emploi. Et il y en a 75 000 qui sont entrepreneurs. Autrement dit, on y voit là autant d'occasions de rendre le handicap, si on peut dire les handicaps familiers. Donc ça nous encourage, bien évidemment, à continuer notre action avec tous les acteurs de l'emploi. Et puis, je crois qu'il faut qu'on se le dise, on se l'est dit déjà, qu'il y a un enjeu important à améliorer la connaissance, et améliorer la connaissance sur le handicap. Alors bien évidemment, il y a une production statistique déjà très riche de l'INSEE, de l'adresse, mais peut-être qu'il manque aujourd'hui de la connaissance sur les handicaps sous l'angle des trajectoires professionnelles. On a beaucoup évoqué la question des trajectoires professionnelles, des trajectoires de vie, et un peu à l'instar de ce que l'IGAS a publié en 2018, dans un rapport qui faisait état de ces trajectoires professionnelles, le rapport handicap et emploi, études de parcours individuel.
Alors, la recherche est absolument primordiale. C'est bien pour ça que la GFIP a engagé des soutiens à des actions de recherche. Tout autant que c'est le rôle de l'Observatoire de la GFIP. On voit là qu'on a nécessité d'intensifier ces actions-là. C'est aussi le rôle de l'expérimentation et de l'innovation. Explorer les savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap, quand bien même on leur dénierait une capacité à pouvoir un jour travailler, c'est absolument fondamental de s'autoriser ce droit à l'expérimentation. Autre action, c'est oser, avec le monde économique, ouvrir le champ de métiers. Je pense notamment aux métiers, par exemple, des métiers du transport. Aujourd'hui, des personnes en situation de handicap moteur ou surprofond travaillent dans les métiers du transport et conduisent des poids lourds. C'est soutenir des partenariats, et je pense à Territoire Zéro Chômeur de longue durée. On a l'impression qu'on fait feu de tout bois, mais je pense qu'il faut faire feu de tout bois sur ces axes-là. Et puis, probablement un levier puissant. Un levier puissant, c'est celui du développement de la participation des personnes en situation de handicap. Participation dans toutes les instances, participation dans les projets. Voilà, donner voix au chapitre, c'est aussi ce qui contribuera avec peut-être un développement aussi dans le champ de la culture, du sport, à rendre plus familier et à modifier ces représentations. Et je crois que je suis arrivé au terme. Merci, parfait. Juste avant de donner la parole à la salle pour 2 questions, à chaque fois avec des réponses évidemment rapides. Moi, une question de prolongement, mais la conclusion en dit déjà des choses. Donc l'environnement est inadapté, il s'agit donc que celui-ci se transforme. Est-ce qu'il faut mettre l'accent plutôt, ou est-ce que le plus grand retard est du côté des conditions matérielles d'accueil de personnes en situation de handicap, ou plus généralement de personnes ayant des problématiques de santé, ou est-ce qu'on est plutôt la priorité, le plus grand retard est du côté de l'environnement social, psychosocial? Je serais tenté de dire qu'il faut agir sur les deux niveaux, mais que bien évidemment changer les représentations peut-être en changeant notre discours, en apportant de la connaissance dans les différents secteurs pour que, par exemple, dans l'entreprise, on sache mieux non seulement accueillir, mais mettre en perspective la trajectoire professionnelle d'une personne en situation de handicap. Il y a là un travail, un travail de fond qui est fait. L'enquête de la perception dit combien finalement dans l'entreprise il y a nécessité d'avoir des passeurs, des intermédiaires, des traducteurs pour rassurer les milieux de travail, les collectifs de travail, et pour faire passer des messages. Une fois il y a peut-être nécessité de renouveler le langage commun, de renouveler un peu ce terreau et de se redire un peu les choses. À partir de là, on peut commencer à travailler à la transformation des situations de travail et de faire que le travail soit facteur de santé.